Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans la maison de Christian. Je suis effectivement Christian Pesset. Bienvenue donc dans la seule émission Web TV, réseaux sociaux, podcast consacré exclusivement à votre maison, à sa construction, à son aménagement, à son équipement, à la rénovation énergétique également. Donc que vous soyez en maison individuelle ou en appartement. Vous retrouverez cette émission comme d'habitude à partir du samedi matin sur reno-info-maison.com. Vous la retrouverez également sur les principales plateformes de podcast et également sur une chaîne YouTube dédiée. Dans cette émission, je vais vous parler de la perspective de vous chauffer peut-être bientôt tout ou partie à l'hydrogène, et j'y répondrai également à la question de Jean-Michel qui m'interroge sur la façon de déboucher la grosse canalisation d'évacuation de sa maison et de façon durable, parce que ça fait plusieurs fois qu'il a des problèmes avec cette canalisation. Et bien sûr, j'aurai un invité comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est Olivier Guéraud, qui est juriste à la CLCV, l'association de défense des consommateurs, avec qui je vais parler des arnaques au dépannage à domicile, puisque deux entrepreneurs arnaqueurs, si j'ose dire, viennent d'être condamnés à des peines assez lourdes, même à de la prison ferme. L'invité de Christian Pesset. Olivier Guéraud, bonjour. Des professionnels ont été sanctionnés récemment pour des dépannages frauduleux à domicile. C'est quoi le genre d'infraction le plus courant ? Bonjour Christian. Les dépannages frauduleux à domicile, c'est quelque chose qui est récurrent chez nous. Les infractions, c'est toujours à peu près les mêmes, si vous voulez. C'est par exemple ne pas établir de devis. Le professionnel arrive, il fait les travaux, il vous parle de rien, hein, et à la fin, il vous fait signer le devis et la facture. Vous êtes coincé pour pouvoir contester le prix. Ou c'est la qualité des réparations qui ont été faites. On vous a mis des pièces qui n'étaient pas adaptées. Voilà, c'est toujours ce genre de choses. Un gros sujet de réclamation, ce sont les tarifications qui sont appliquées. Mais là, attention, n'oublions pas qu'en matière de dépannage, les tarifs sont libres. Dès l'instant où vous avez une facture conforme à un devis, la réclamation sur la base du prix, elle est difficile. Et c'est fréquent, ce genre de condamnation ? En matière de dépannage à domicile, les condamnations, c'est très compliqué, hein. C'est très bien que la répression des fraudes fasse son enquête et qu'elle sanctionne, parce que lorsque vous êtes une victime, obtenir réparation, moi j'ai un adhérent qui a été dans les tribunaux, le temps qu'il ait eu son jugement, le professionnel avait disparu, parce qu'il y a ça aussi. Les arnaqueurs, les gens peu scrupuleux, c'est des entreprises qui durent pas tellement longtemps. C'est assez difficile de leur tomber dessus. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter de se faire arnaquer de la sorte ? Les précautions qu'il faut prendre, il y en a 3. Il faut anticiper. Il faut avoir à l'esprit le nom d'un serrurier, d'un plombier et d'un électricien sérieux avec qui vous avez déjà travaillé ou qu'on vous a conseillé. Vous pouvez même avoir votre compagnie d'assurance qui vous fournit un numéro d'assistance auprès duquel vous pouvez avoir des artisans agréés. Il faut surtout pas se précipiter vers cette boîte aux lettres pour aller chercher, vous savez, les petits cartons République française qui sont des arnaques finies, et encore moins aller chercher au hasard sur Internet son réparateur. Il faut vraiment anticiper. La deuxième précaution, elle est très simple, c'est le devis. Un artisan qui arrive chez vous, vous devez lui interdire de procéder aux travaux tant qu'il ne vous a pas fait un devis avec lequel vous êtes d'accord. Et la troisième précaution, elle découle de tout ça. Il faut conserver les pièces qui ont été changées. Ça va vous servir à 2 choses. Ça va vous servir éventuellement à faire un recours contre le professionnel si on peut s'apercevoir que les travaux qu'il a faits sont pas bons.
Et puis, ça va vous servir par rapport à votre compagnie d'assurance. Si vous êtes à demander à être remboursé de la serrure de votre porte parce qu'elle a été fracturée, bah, votre assurance, elle va demander à voir la serrure pour constater les fractions. Donc, avec ces 3 conseils-là, on limite quand même considérablement les risques de fraude. Alors si malheureusement on s'est fait avoir, vais-je dire, quel genre de poursuite doit-on engager pour faire éventuellement condamner les arnaqueurs? Faut-il un avocat? Alors, quand on s'est fait avoir, ça dépend sur quel terrain on s'est fait avoir. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi, les travaux, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Ce qui me pose problème, c'est la facturation. On m'a facturé beaucoup plus cher que ce qu'on aurait dû me facturer. Là, dès l'instant où vous avez une facture conforme au devis, malheureusement, la poursuite, elle est très compliquée. On peut essayer d'obtenir à l'amiable du professionnel qu'il revoie sa facture à la baisse, mais là, on est à l'amiable. Typiquement, une association de consommateurs, elle va pouvoir vous aider sur ça. Maintenant, si vous êtes sur des travaux qui ont été mal faits, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir souvent une expertise. Votre contrat habitation comporte peut-être une garantie défense-recours qui va vous permettre de faire venir un expert. Et si à l'amiable, le professionnel ne veut pas en entendre parler, il faudra aller en justice. Et selon le montant de votre préjudice, vous aurez besoin d'un avocat ou vous défendre tout seul. J'ai vu qu'il y avait maintenant un bonus réparation accordé par le gouvernement. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors le fonds réparation, ça a été mis en place dans le cadre de la loi de lutte contre le gaspillage, la loi qu'on appelle la loi AGEC. C'est une très bonne initiative. C'est un fonds qui va prendre en charge une partie du coût de la réparation des équipements électriques et électroniques. Ça concerne les équipements qui ne sont plus sous garantie. Et ça n'est valable que si vous vous adressez à un réparateur qui est labellisé. On trouve les coordonnées des réparateurs labellisés sur Internet. Le montant du bonus réparation, il va dépendre du type d'équipement qui est prévu dans le dispositif. Actuellement, dans le dispositif, il y a à peu près 50 équipements, mais c'est prévu pour s'agrandir, évidemment. Le bonus de réparation moyen, il est de 24 €. C'est un réparateur qui doit être estampillé Quali Répare. Il va vous délivrer une facture dont il aura déduit le bonus réparation. C'est une excellente initiative parce que au niveau écologie, elle permet de réparer plutôt que de jeter. Et pour le consommateur, il est bien souvent moins cher de faire réparer que d'acheter neuf. Est-ce que finalement ce genre de prime ne crée pas un effet d'aubaine? On a réalisé l'année dernière une étude et on a effectivement repéré une augmentation moyenne de certains devis de réparation. Par exemple, en 2022, avant la mise en place de ce fonds, vous avez une entreprise qui vous donnait un devis de 85 € pour réparer un réfrigérateur. Après la mise en place de ce fonds, cette même entreprise, elle vous donnait un devis forfaitaire de 120 €. Donc clairement, il y a eu une augmentation. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a un effet d'aubaine? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué à le mesurer parce que à côté, vous pouvez avoir la question de la hausse du prix des matières premières et la hausse de la main-d'œuvre. Donc c'est aujourd'hui un peu difficile à déterminer, mais effet d'aubaine, clairement, pour certains réparateurs, il y a. Si par exemple mon frigo tombe en panne quelques mois après la fin de garantie, que dois-je faire? Si votre réfrigérateur acheté neuf tombe en panne à la fin de sa garantie commerciale, si sa garantie commerciale elle est de 1 an, n'oubliez pas qu'il existe une garantie légale de 2 ans. Donc vous allez demander au professionnel d'intervenir pour le surplus au titre de la garantie légale. Après, si vous êtes en dehors de toute garantie, effectivement, c'est peut-être le moment de vous adresser au fonds réparation où vous allez avoir un réparateur qualifié qui va vous faire un diagnostic. Maintenant, prudence, n'oublions pas qu'il faut demander plusieurs devis. Certains devis peuvent être payants et se faire bien expliquer la nature des réparations et choisir en fonction de ça et du coût. On est souvent démarché par téléphone pour ce genre de service ou pour la rénovation. Alors est-ce que c'est autorisé et que faire contre ce genre de pratique? Alors, le démarchage pour la rénovation énergétique, ça, la loi s'est prononcée très clairement, c'est interdit.
Malheureusement, du démarchage pour rénovation énergétique, il continue à en avoir. Il y a possibilité devant les tribunaux d'obtenir la nullité de son contrat. Ça, c'est quelque chose qui est possible. En ce qui concerne le bonus rénovation, je vous dirais que du démarchage dans ce domaine-là, il est un peu suspect quand même. Tout simplement parce que c'est bien au consommateur de faire la démarche de s'adresser à un réparateur parce qu'il y a quelque chose qui est cassé. Donc c'est un peu suspect. Le démarchage téléphonique en France, c'est vécu comme une gêne par beaucoup de gens. Il n'y a pas de solution miracle. Blocktel est une liste de prospection téléphonique qui n'est pas absolue, qui permet de diminuer un peu les appels, mais qui n'est pas vraiment la panacée. La solution, c'est d'être ferme. Vous avez un démarcheur qui vous appelle, vous coupez court immédiatement à la conversation téléphonique et vous pouvez le signaler sur Blocktel ou sur Signal Conso. Vous savez qu'aujourd'hui, le démarchage téléphonique a été encadré dans ses horaires. Enfin, on est quand même sur du 9 heures par jour, hein. Mais vous avez des professionnels qui arrivent à vous appeler en dehors des horaires autorisés. Donc, on coupe court et on signale. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Si on s'est fait arnaquer, à qui faut-il s'adresser? À vous, à la CLCV, par exemple? Quelle peut être votre action? La CLCV est une association qui intervient dans le cadre d'une tentative de règlement amiable auprès du professionnel. De manière très concrète, on va contacter le professionnel par courrier recommandé en lui expliquant tous les manquements dont il a été l'auteur et en lui indiquant que, sauf à trouver une voie amiable avec notre adhérent, il se réservera la possibilité d'aller en justice. Ça fonctionne assez souvent. Vous avez des réfractaires qui, effectivement, obligent les gens à aller en justice. Mais le terrain amiable, il ne faut pas oublier que c'est une voie qui est importante en France. Et entre gens de bonne volonté, on peut fréquemment trouver un terrain d'entente. Vous avez parlé d'adhérents. Comment on fait pour adhérer à une association comme la vôtre et qu'est-ce que ça coûte? Alors, le coût d'une adhésion à notre association, ça varie selon la formule, mais ça peut être de l'ordre de 45 à 50 euros par an. Et à ce prix-là, on s'occupe de tous les règlements amiables dont vous pouvez avoir besoin pendant toute une année. Et vous avez deux possibilités. Vous pouvez adhérer sur notre site internet ou si vous préférez une relation de proximité, eh bien vous allez dans une des nombreuses associations que nous avons sur tout le territoire qui vous recevra pour étudier les pièces et vous proposer les voies amiables possibles. Merci Olivier Guéraud d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, elle m'a été adressée par Jean-Michel. Alors Jean-Michel, il me dit, je lis pour bien vous le préciser, cela fait plusieurs fois que notre grosse canalisation d'évacuation des eaux usées se bouche. Faut-il recommencer avec un furet comme l'a fait le plombier la dernière fois, ou faut-il essayer un nettoyage avec de l'eau haute pression? Faut-il utiliser un moyen chimique régulièrement? Quelle est la cause de cette situation? Est-ce qu'il y aurait une solution durable? Alors la solution du furet qu'avait utilisé le plombier pour déboucher la canalisation, c'est la bonne, hein, c'est la solution la plus classique. Ça convient pour un débouchage ponctuel. L'idée d'utiliser donc un nettoyeur haute pression avec un flexible de 15 mètres pour nettoyer les canalisations, c'est aussi une bonne solution utilisée notamment pour nettoyer un regard sous une gouttière, un tuyau de descente et pourquoi pas donc la grosse canalisation d'évacuation des eaux usées. En général, ça expulse facilement le bouchon. Ceci étant, ce n'est qu'une solution de dépannage. Il y a des chances pour que le problème se reproduise. Il est probable que des concrétions internes à la canalisation, ça forme des rugosités sur lesquelles s'accrochent les résidus, par exemple le papier toilette ou des différents effluents qui forment ainsi un
un bouchon. Alors bien sûr, on pourrait envisager de remplacer ces canalisations qui sont devenues défectueuses par des canalisations en fonte ou en PVC. Mais vous imaginez évidemment que c'est un gros travail qui nécessite des engins de chantier et c'est évidemment extrêmement onéreux à réaliser. Alors il y a une autre solution. Cette solution, je pense que c'est celle que vous pourriez appliquer. Elle est plus durable que le débouchage régulier et moins onéreuse que le remplacement des canalisations. Ça consiste à chemiser le réseau d'évacuation par une gaine textile imprégné de résine et ça durcit, la résine durcit au passage de l'eau chaude ça permet de cette façon de tapisser, on va dire, l'intérieur de la canalisation. Alors on fait d'abord une inspection vidéo, maintenant c'est assez classique, ça permet d'identifier les sections à traiter, on fait un curage à sec avec un gros furet, c'est-à-dire qu'on c'est comme un goupillon, hein, on gratte l'intérieur donc de la canalisation, ça va éliminer les fameux dépôts et les anfractuosités les plus grosses. Et puis on enduit ensuite l'intérieur de la canalisation de résine époxy et l'on insère la gaine, on insère une gaine sous pression. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Bien, cette gaine, elle épouse même les coudes, elle durcit par ce qu'on appelle la polymérisation, les branchements, c'est-à-dire les raccordements, ils sont ensuite ouverts. Alors les entreprises spécialisées ont ce qu'on appelle un robot fraiseur. Je pense qu'avec ça, Jean-Michel ne devrait plus être embêté avec sa grosse canalisation. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, mon coup de cœur produit, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est pour un produit, c'est pour vous dire que, l'hydrogène arrive. L'hydrogène arrive et bientôt, l'hydrogène pourra être utilisé pour se chauffer. Alors, ça fait déjà rouler, vous le voyez dans les villes, ça fait rouler des bus, ça fait rouler des taxis, mais est-ce que ça peut effectivement, comme l'a annoncé France Hydrogène, et certains fabricants de chaudières, est-ce que ça peut permettre donc de pallier la problématique du gaz? Vous savez que les chaudières maintenant sont interdites, chaudières gaz, dans un certain nombre de configurations. Est-ce que l'hydrogène peut être la solution? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des chauffe-eau, il y a des chaudières qui intègrent une pile à combustible à hydrogène qui est capable de fournir de la chaleur et même de l'électricité. Le marché est pour l'instant resté confidentiel, mais ça gagne du terrain. Alors il y a des pionniers dans le système. Il y a par exemple le fabricant allemand de chaudières bien connu, Viessmann, qui se dit prêt à un développement significatif de la filière hydrogène. Il y a aussi BDR Thermea, que vous connaissez sous sa marque Dietrich, de Dietrich par exemple, qui développe aussi une solution à base d'hydrogène. Ça fonctionne, je l'ai vu sur un récent salon. Alors on apprend aussi que des villes comme Leeds en Grande-Bretagne développent un projet de distribution de l'hydrogène directement par les réseaux de canalisation du gaz des immeubles et demain donc des maisons. En fait, l'utilisation de l'hydrogène pour se chauffer est déjà une réalité puisque le gaz distribué actuellement en France, sans qu'on le sache facilement, il peut contenir jusqu'à 6% d'hydrogène sans modification des chaudières et ça peut aller jusqu'à 20% et je pense que ça va y aller jusqu'à 20% avec un réglage ou une petite adaptation des matériels. Alors, l'idée d'associer la chaudière hydrogène à la PAC, c'est pour faire un nouveau type de PAC hybride. Je vous ai souvent parlé de la PAC hybride. Ça aussi, c'est une idée qui commence à faire son chemin. Alors, GRDF, vous savez, notre distributeur national de gaz à travers ses conduits, est conscient que l'hydrogène sera l'une des composantes
on va dire, du bouquet de gaz renouvelable dans la perspective des années 2030-2050. Déjà, le projet d'injecter du gaz dans le réseau GRDF, qui est précurseur dans ce domaine, est à l'ordre du jour, et aussi du côté d'un certain nombre de partenaires en Europe à travers ce qu'on appelle le projet GRHYD, gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. On voit que c'est une solution qui a de bonnes chances de progresser et d'arriver certainement plus vite qu'on ne l'a annoncé. Eh bien voilà, la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire samedi prochain. Pour ceux qui nous écoutent en continu, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui podcastent et qui écoutent même, je ne vais pas dire en direct, mais lors de la première publication, cette émission, que vous retrouverez donc sur notre site reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, un réseau plus professionnel, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian, et sur notre page Facebook, ainsi que celle dédiée spécifiquement à l'émission. Je vais vous dire de bien entretenir votre maison, de faire un certain nombre de travaux dedans, mais soyez raisonnables. Sachez aussi que dans certains cas, il va peut-être mieux valoir faire appel à l'aide d'un professionnel. Je vous dis à la semaine prochaine.